Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Messieurs, dames, bonjour à tous. Bienvenue dans le Juste Bistrot avec du retard. Aujourd'hui, c'est comme la SNCF. Je rappelle également que ce train s'arrêtera en gare de Narbonne et nous roulons actuellement avec un retard estimé à 7 semaines. J'espère que vous allez bien, les amis, que ça va en ce joli mercredi de farce tranquille, bien évidemment. C'est dans la boîte. Rendez-vous à 18h pour ce nouvel épisode de la farce tranquille. Je vous laisserai d'ailleurs tranquillement, je vous laisserai gentiment vers 17h50, 17h55, on verra, pour aller assister à ce nouvel épisode qui s'annonce musclé, qui s'annonce épicé. L'heure de la rentrée politique a sonné et je peux vous dire qu'ils ont l'air en forme. Donc on est parfait, la transition sera bien assurée. Donc voilà les copains, installez-vous confortablement, voilà, détendez-vous pour un épisode où je suis content. Je vais mettre en pratique une idée que j'avais depuis un petit bout de temps. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, du fameux documentaire Hold Up, sorti en novembre 2020 en temps de Covid et qui était, c'était complotisme. Mais complotisme menu best-of. C'est-à-dire que c'était vraiment le pire du complot de pro-Poutine, tu vois. Et le 1, Hold Up 1, l'autre s'appelle autrement, il me semble. Et je m'étais juré que une fois la page du Covid tournée, comme disait l'ancien ministre de la Santé François Braun, on allait refaire le match, regarder Hold Up et voir si finalement tout cela n'était que du complotisme. Donc on va regarder le documentaire Hold Up morceau par morceau pour se rafraîchir la mémoire. Des morceaux de 25 minutes. Voilà, quelqu'un l'a mis sur YouTube. C'est diffusé par bloc de 25 minutes, donc ce sera parfait. Aujourd'hui, ce sera la partie 1/6. Après, on verra. Je déciderai quand j'ai envie de faire la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Ce ne sera pas à la suite. Ce ne sera pas forcément demain, après-demain et compagnie. On verra. C'est moi le chef. Je suis la République. Ma personne est sacrée. Voilà, j'ai envie de le rappeler. Donc, on va se remettre un petit peu retour vers le futur, d'une certaine manière, au vu des actualités récentes. Voilà un petit peu l'un des sujets du jour aujourd'hui. On a quelques petites pépites qu'on va mettre sur la table pour se sustenter gentiment avec une époque qui se pète la gueule. On va commencer tout de suite avec un nouveau phénomène relayé sur l'Internet, un reportage de BFM TV qui nous apprend, alors je découvre avec vous, je veux dire, moi aussi j'ai envie de retourner en 1970, fumer des Gauloises dans ma Renault 12, mais de toute façon j'étais même pas né, donc je sais même pas de quoi je parle, mais ça me semble préférable. Aujourd'hui, la nouvelle tendance, c'est de tremper sa nourriture dans l'eau de mer, afin de l'assaisonner. Si, BFM TV a fait un reportage, on va découvrir. C'est quoi cette trend TikTok de tremper sa nourriture dans l'eau de mer? Oubliez le classique filet d'huile d'olive sur la burrata, voici comment certains assaisonnent désormais leurs aliments. Des vidéos circulent sur TikTok où on y voit des internautes tremper leur nourriture dans l'eau de mer pour, semble-t-il, relever le goût des aliments. Il y a quelques semaines, une femme s'était filmée en train de tremper une frisella, un pain sec typique de la région italienne des Pouilles. Comme le rappelle le quotidien italien Il Messaggero, mouiller la frisella dans l'eau de mer est une ancienne coutume des pêcheurs de la région. Mais elle n'est pas sans risque. Consommer de l'eau de mer peut provoquer une déshydratation à cause de la présence de sel. Et on y trouve des microplastiques et de nombreuses bactéries, dont E. coli qui peut provoquer la gastroentérite. Alors, mieux vaut éviter de boire la tasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Est-ce que moi j'y suis pour quelque chose ? Rappelons quand même que la bactérie E. coli, c'est celle qu'on trouve plus ou moins dans la Seine, qui entraîne l'interdiction des compètes. C'est ce qu'on trouve dans les excréments.
dans la merde, en fait, pour ceux qui ont arrêté la physique-chimie il y a bien trop longtemps. Voilà, et ça, c'est la nouvelle tendance. Et tu as des journalistes qui sont missionnés pour faire un reportage là-dessus, tu vois. Jean Vegan. Oui, il y a une nouvelle tendance. Bon, il y a des gens qui trempent dans l'eau de mer, on va voir. Tu nous fais un reportage? Voilà. Et plan serré, c'est important. C'est pour la liberté de la presse, hein. Voilà, pour lutter contre l'extrême droite qui rachète les médias, la propagande, le n'importe quoi. Voilà, il faut remettre l'info à son plus haut niveau. Merci à toi. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Et c'est vrai que ça fait penser à un bouquin. J'avais lu, c'était dégueulasse, mais c'était une vraie tradition. Faut que je vous retrouve ça. C'était un roman français. Attendez, comment ça s'appelait celui-là? C'était chouette comme tout. Ah putain, faut que je m'en rappelle. C'était sur les urinoirs à Paris. C'était complètement dingue. Enfin, sur les Vespasiennes, ça racontait l'histoire des toilettes. Et ce livre, mince. Faut que je vous retrouve le nom du livre, bon, qu'importe. Mais ça racontait en fait l'histoire des croûtonnards. J'ai découvert ça dans ce roman. Il y a eu un roman tout entier là-dessus sur l'histoire en fait l'arrivée des Vespasiennes et tout ça à Paris, des urinoirs à Paris, qui avait été une petite révolution et tout ça. Et le personnage raconte ça, c'est au milieu du XXe siècle, et il raconte en fait des personnages qui se cachaient dans les urinoirs avec du pain et qui attendaient que les gens aient fini de pisser pour tremper leur pain. Ouais, c'est dégueulasse, hein. C'est pas ouf, quoi. Et finalement, tu dis, l'époque ne change pas, en fait. Les gens, tu leur dis, il y a de la merde dans la Seine, ils déboulent avec un pain de campagne. Donc, non, mais c'est bien, je veux dire, c'est bien, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. C'est BFM TV, donc je veux dire... BFM TV qui a été rattrapé par le réel aujourd'hui. J'ai fait la capsule ce matin sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu. Il faut que je vous retrouve la vidéo en entier. C'est à crever de rire. C'est à crever de rire. Regardez ce reportage. Alors, on n'est pas du tout dans la propagande. Attention. On a un tocard qui s'appelle Nicolas Laurent qui est envoyé spécial. Donc, c'est grave, c'est très très grave. Et il est envoyé dans le sud de la France, il va croiser un mec dans la rue et il va lui dire: oh, qu'est-ce que tu fous là, le beauf? Hein? Comment ça, t'es dehors, il fait chaud? Ouais, j'aimerais que ce soit une blague, mais regardez la séquence en entier, c'était en direct sur BFM. Domicile, avec les volets fermés, avec la clim pour ceux qui en ont, ceux qui ont de la chance, ceux qui en ont pas. Ils doivent un petit peu sortir. On va rejoindre David, qui est l'un des rares à s'aventurer dans les rues. Déjà, pourquoi vous êtes dehors là? Il fait trop chaud. Il fait chaud, il fait la température du mois d'août dans le sud de la France. Donc c'est très bien, moi ça ne me dérange pas. 40 degrés quand même, non on exagère, non c'est chaud là, c'est dur là. Oui c'est chaud mais on est dans le sud de la France, après c'est le temps de l'été, dans un mois ou dans 2 mois on le regrettera cette température là, donc pour moi ça va très bien. Après il faut s'habituer, puis après tout dépend de l'activité que l'on a aussi. Vos petits conseils pour ceux qui souffrent plus que vous, c'est quoi? Après il faut se mettre soit dans l'eau, soit au frais. Chez soi avec la clim ou voilà, pas se mettre au soleil, mais si on craint pas le soleil, il n'y a aucun souci. Bon, la difficulté pour les habitants, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moment de répit parce que ça met du temps à descendre. Il va falloir par exemple attendre 23 heures. C'est hallucinant, franchement, c'est hallucinant. Je veux dire, mais je sais même plus si même le mot propagande devient désuet face à ça en fait. Vous avez un journaliste, mais pêcheur, c'est ce qu'on disait la dernière fois en lisant ce qui était écrit dans Le Parisien. Je veux dire, un journaliste qui fait son boulot, sinon il est au chômage et puis voilà, il est prêt à dire tout et n'importe quoi. Il croise un gars dans la rue, il est dans le sud de la France, donc tu veux, le type, il déboule en chemise à manches longues dans le sud de la France. On lui a dit, ben voilà, tu dois faire en sorte que les gens aient peur de la canicule. Et qu'ils ne sortent pas, tu dois expliquer qu'ils vont mourir de combustion spontanée. Donc ce trou du cul déboule dans le sud en chemise manche longue, il n'y a rien qui va. Et il croise un mec, si tu veux, qui doit habiter là depuis 250 générations. Hein, je veux dire, ses ancêtres, on était au niveau des dinosaures. Il a la peau tannée. À tout moment, il doit bosser dans les chantiers, dans les champs. Donc si tu veux, le soleil, c'est une information pour lui. Et le gars arrive et dit: oh déjà, oh le pecno là, oh, qu'est-ce que tu fais dehors? Oh! Et le gars, il dit, bah, je sais pas, là, je marche, enfin, pied gauche, pied droit, dans une dynamique d'avancement, quoi. Mais t'as pas regardé la télé ou quoi? Il fait chaud. Et le gars, il dit, bah oui, mais en fait,
Bah, on est dans le sud de la France, donc il fait pas plus ou moins chaud, quoi. Comment ça, il fait pas plus ou moins chaud? Et le mec ne comprend pas. Le pauvre journaliste ne comprend pas. Je veux dire, je ne peux pas croire qu'il ne se rende pas compte en fait de la fumisterie de sa séquence. C'est-à-dire, tu sais, la caméra, tu sais, il doit lui faire un signe en dessous de la ceinture qu'on voit pas, genre change d'angle, on va aller filmer un pigeon. C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Et quand on se dit que au fond, tout ça, on l'avait déjà sous les yeux au moment du Covid, avec des séquences qui, pour certaines, étaient déjà commandées, étaient déjà calibrées. Moi, à titre personnel, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je ne l'avais jamais perçu à ce point-là, en fait. Et là, aujourd'hui, mais ça devient complètement dingue. Ça devient complètement dingo. Et RGEY qui nous dit « La séquence est critiquable, mais 40 degrés, même pour le sud, c'est super chaud. » Mais oui, non, mais les amis, alors là, pour le coup, je peux parler en connaissance de cause. J'ai grandi du côté de Nîmes. Oui, bien sûr, c'est beaucoup. Et il y a des années qui étaient plus sévères que d'autres, mais c'est pas complètement fou. C'est pas complètement inné, je veux dire. On a connu des températures comme ça, faut arrêter. Et bien sûr que pleine cagne, ça monte à 40 degrés, même beaucoup plus, plein soleil. Le record, en plus, c'était un village, je crois, en Hérault ou du côté du Gard, c'était plus de 40 déjà. Donc, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Ce journaliste ne vient pas, si vous voulez, pour relayer une info et dire voilà. Enfin, déjà, l'info, c'est quoi? C'est il fait chaud. Donc, en plus, de toute façon, il vient relayer des éléments de propagande. Et puis, c'est hallucinant. À un moment donné, la réaction qu'il a, faut que je vous la retrouve. Très bien, moi, ça me dérange pas. 40 degrés quand même. Non, on exagère. Non, tu vois, quand il lui dit non, on exagère, presque sous-entendant que le mec est un climato-sceptique. Qui presque dans sa tête pense que finalement il fait 12 degrés, qu'il ne se rend même plus compte du réel. C'est aussi ça quoi qui est fou. C'est aussi ça qui est fou, c'est que on fait passer les gens pour des abrutis. Le monsieur qui est interviewé semble davantage connaître l'endroit où il vit que ce pauvre journaliste. Alors, je lui fais ce procès-là, après tout, j'en sais rien. Mais je veux dire, c'est un pauvre journaliste qui doit habiter dans le 12e arrondissement. Pour lui, la sortie la plus champêtre qu'il ait fait, c'est le parc de Versailles, ou le parc de je sais pas quoi, ou le bois de Boulogne, ou j'en sais rien. Enfin, bois de Boulogne, où il doit rencontrer bon nombre de ses collègues, mais c'est un autre débat. Je veux dire, c'est bon, quoi. Je veux dire, arrêtez, les gars. Vous ne savez pas de quoi vous parlez et vous tentez de faire peur avec des choses qui ne marchent pas. Je veux dire, c'est comme si vous allez dans des pays où la mousson se produit tous les ans et vous leur dites en début de mousson, quand même, vous avez vu, il y a de l'eau, les inondations, le réchauffement climatique. Ah, mais gros, en fait, on a ça tous les ans. Vas-y, dégage, parce que moi, je vais au boulot. C'est pénible, quoi. C'est pénible. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ça devient complètement grossier, quoi. Complètement grossier. Que des gens qui n'ont à peine plus qu'un orteil dans le réel viennent expliquer comme ça, faire des reportages pour servir un narratif qui ne tient pas, quoi. Qui ne peut pas tenir avec de tels comportements. Vous ne pouvez pas espérer que les gens vous prennent au sérieux si vous vous comportez de la sorte. C'est purement hallucinant. Donc voilà, la première actu, je voulais en parler avec vous là-dessus. Et puis d'ailleurs, on parle de ça, mais je l'avais dit en début de semaine dans des petites blagues sur TikTok et compagnie, la canicule va disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Hein. Parce que regardez ce que nous dit déjà la chaîne météo. Après cette canicule, la baisse des températures sera remarquable. Cette baisse fera suite à une dégradation orageuse marquée qui débutera dans la soirée de nuit. Sur le nord-ouest, elle se propagera progressivement aux régions du nord demain et au centre-est vendredi. Voilà. On va passer de 28 à 19 dans le nord, de 42 à 23 du côté de Toulouse, tu vois. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que tout devient express, même la météo en fait. C'est-à-dire, il fait chaud une après-midi, tu auras quand même des articles de journaux pour te dire c'est la canicule. Il pleut une nuit, c'est l'inondation. C'est l'hystérisation du réel jusqu'au bout. Vous prenez un moment de réel et c'est reparti, tu vois. C'est reparti. C'est tout bonnement hallucinant. Franchement, c'est tout bonnement hallucinant. Et donc on va crever quoi qu'il arrive. Et puis après la canicule, il y a l'orage. Après l'orage, il va y avoir peut-être encore... il va faire chaud à nouveau, puis la pluie, puis un jour la neige. C'est l'état d'alerte permanent pour que les gens restent sur le qui-vive de la zizanie. C'est désespérant, quoi. C'est désespérant. Et entre deux annonces sur BFM TV, comme quoi vous allez tous crever, on vous explique que maintenant il faut tremper sa bouffe dans l'eau de mer parce que les gens se rendent compte que c'est salé. Ouais. Je suis pas sûr de l'époque. Hein. J'ai l'impression qu'on a loupé un truc.
J'ai l'impression qu'on a loupé un épisode. À mon avis, je crois qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc voilà un petit peu les amis là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, alors ça aussi, ça, et là on part sur un coup de gueule. Ouais, là attention. Là, je suis désolé, mais là, ça va chier des bulles carrées. Je prépare juste mes éléments parce que ça va chier des bulles carrées. Là, j'ai vu un truc, j'ai pété mon plomb dans le bureau à midi et je ne suis toujours pas détendu. Vous vous rappelez, alors d'ailleurs je le mets, tiens, je vais mettre l'instant grognon, on a un formidable instant grognon, on va pas s'en priver. Voilà, instant grognon, je vous préviens, là ça va commencer à me gonfler. Merci à Kalawi pour le subprime, merci beaucoup. Là par contre, comme on dit, hein, ça va déboîter des grands-mères parce que là j'en ai marre. J'en ai marre. Vous vous rappelez tous, au moment des émeutes, les sorties de nos membres du gouvernement, Éric Dupond-Moretti en tête, le barbapapa du barreau, qui nous avait dit ceci, rappelez-vous. Et si vous balancez des trucs sur Snapchat, le compte, on va le péter, vous serez retrouvé et vous serez sanctionné. Sur les réseaux sociaux, on peut lire aujourd'hui, alors je le dis comme je l'ai lu, on va péter nos comptes. Et c'est vrai que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes. L'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand, où et comment on va les casser. Voilà, Dupond-Moretti, hein, qui sera jugé, on le rappelle, en fin d'année 2023, peut-être 2024, devant la Cour de justice de la République, une première hein, dans la Ve République, qui avait également dit cela toujours au moment des émeutes. Je demande au procureur de la République de saisir les opérateurs type Snapchat, qui sont les vecteurs entre les jeunes, permettant d'échanger le lieu de rendez-vous, le lieu en réalité des exactions à venir. Et je souhaite bien sûr que tous ces jeunes sachent que l'on peut parfaitement, sur réquisition judiciaire, trouver leur adresse IP et bien sûr leur identité. Je demande qu'on le fasse, je souhaite qu'il n'y ait pas d'impunité et que les jeunes, une fois encore, se rendent compte que l'on ne peut pas se réfugier derrière le téléphone pour ne pas être poursuivi. On ne peut pas se réfugier derrière le téléphone pour ne pas être poursuivi. Donc à ce moment-là, on avait eu un gouvernement qui nous avait dit attention, il a été sévère. T'as vu, il est sévère. Il a pointé le doigt comme ça, il avait le poing un petit peu fermé. Donc il est sévère. Il est très sévère. On nous avait expliqué que le gouvernement avait la possibilité hein, d'agir contre ces plateformes-là, d'interdire l'accès, de savoir qui avait utilisé quoi. On avait quelque chose de parfaitement autoritaire, qui avait déjà suscité des questions, qui avait déjà suscité la grogne de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on a un autre débat qui est en train de voir le jour concernant un site, vous avez peut-être entendu parler de tout ça, un site qui s'appelle Rencontre Ado, et qui est un site de rencontre pour les plus jeunes, et qui est une véritable fourmilière de pédophiles. C'est connu, il y a de plus en plus de témoignages en fait sur les réseaux sociaux qui arrivent. J'ai envie faut que je vous retrouve une vidéo que j'ai vue passer qui explique un petit peu la faune qu'il peut y avoir dans ce genre de plateforme. Faut que je vous retrouve ça. Mince, j'avais vu ça hier. Attendez, bougez pas. Je crois que c'est celle-ci. En tout cas, c'est la fameuse vidéo du roi des rats. On m'en a parlé, qui a évoqué cela déjà sur Internet et enfin sur YouTube en l'occurrence dans une vidéo. Bon, j'ai déjà un premier témoignage, je vais vous montrer, qui raconte ce qui se passe en fait sur ce site-là. Bougez pas. Ah, j'aurais dû préparer mes sources avant. Je suis pas bon. Regardez quand même avant déjà ce premier témoignage. Alors cette vidéo est destinée aux parents et aux enfants pour leur indiquer que depuis 2013 existe un site qui s'appelle Rencontre Ado. On en parle depuis ces derniers jours et ces dernières heures, c'est-à-dire la possibilité de télécharger une application pour des personnes qui se déclareraient avoir entre 13 ans et 25 ans. Vous
pouvez très facilement vous connecter. Je l'ai fait hier avec un pseudo, une adresse mail et un mot de passe et vous avez accès à des contenus d'enfants et d'adolescents avec évidemment le risque de pédocriminalité. Nous devons également vous rappeler que depuis la loi du 21 avril 2021, il ne peut y avoir de rapport sexuel consenti entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. Si vous êtes confronté à des prédateurs sexuels ou vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter pointdecontact.com et également la plateforme Pharos. Si vous êtes témoin, n'hésitez pas à partager. Et si vous êtes parent, parlez-en à vos enfants. Les rencontres entre un ado de 13 ans à 25 ans, ça n'est pas un site de rencontre, c'est extrêmement dangereux. Voilà, donc un site qui est dénoncé depuis un certain temps, parce qu'effectivement, un site de rencontre ado de 13 à 25 ans, c'est parfaitement inconcevable. Et aujourd'hui, on voit, et là, honnêtement, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, on a vu aujourd'hui arriver quelque chose. Je vous retrouve un autre témoignage que j'ai vu en vidéo, mince, ça m'embête, j'aurais dû le préparer avant, d'une dame qui a fait un test de créer un faux profil d'une jeune fille de 14 ans sur ce site-là et qui a reçu, et qui met des captures d'écran de ce qu'elle a reçu. Voilà, je crois que je l'ai. Attendez. En plus, on a sur la chaîne de Carl Zero. Non, attendez, c'est pas ça. Ah, je le retrouve pas, ça m'embête parce que vraiment, c'était extrêmement criant en fait. Ce qu'on pouvait trouver là-dessus. Bon, je le retrouve pas, on le retrouvera. Donc, on a déjà ce site qui pose énormément de problèmes. Et voilà ce qu'on a pu lire aujourd'hui sur un article de BFM TV qui a été publié. Donc, rappelez-vous, hein, je vous le mets dans l'ordre. On a un gouvernement qui, au moment des émeutes et des médias également, qui nous ont expliqué qu'on pouvait interdire les plateformes, qu'on pouvait remonter aux utilisateurs, qu'il était hors de question de se cacher derrière les adresses IP. Et regardez ce qu'on peut lire aujourd'hui en France, alors que le gouvernement est extrêmement silencieux à ce sujet-là. BFM TV nous dit pédocriminalité, pourquoi le site Rencontre Ado peut difficilement être interdit. Je vous lis quelques passages, hein. Une plateforme de discussion avant tout. Si le contenu des conversations peut évidemment tomber sous le coup de la loi, à condition d'effectuer un signalement et de porter plainte, l'existence du site Rencontre Ado et des autres du genre n'a rien d'illégal. D'abord parce que le principe du site, à savoir permettre de discuter entre personnes consentantes, est tout à fait conforme à la loi. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous expliquer, avec pour l'instant un silence assourdissant de la part du gouvernement qui n'a absolument pas réagi dans l'immédiat, ce qui commence à constituer gentiment un scandale, bien évidemment, vous vous en doutez, et BFM TV qui nous justifie, alors qu'il relayait aveuglément au moment où le gouvernement jouait les gros bras, que le gouvernement nous disait on peut censurer les plateformes et compagnie, BFM TV nous dit « Ah ben non, en fait ». Ah non, parce qu'en fait, au départ, c'est un site de discussion, donc c'est pas le but que d'enculer des gosses, tu vois. Ah d'accord, bah ouais, bah oui, c'est vrai en fait. C'est vrai qu'on peut pas détourner l'usage d'un site, tout comme on a détourné l'usage de Snapchat, qui au départ est une application de partage de photos, en fait, tu vois. Et en fait, Snapchat, on pouvait agir, le gouvernement faisait les gros bras, et là, on peut pas faire les gros bras, tu vois. Donc aujourd'hui, on en est à un point où le gouvernement se mobilise parce que des gens s'organisent sur des réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec ce but-là pour faire la bagarre, pour faire des émeutes. Par contre, qu'on organise des rendez-vous pour violer des gosses, ça va. Parce qu'en fait, c'est pas le but de la plateforme. Donc voilà, on peut pas le reprocher. Et le gouvernement ne réagit pas dans l'immédiat. Donc c'est tout à fait dingo. L'article de BFM TV de tout à l'heure m'a fait bondir, sincèrement. C'est hallucinant de voir qu'aujourd'hui, on peut avoir ça dans notre pays avec une absence totale de réaction. C'est vraiment sidérant et avec un gouvernement qui, petit à petit, contribue à accroître l'idée que la France devient un paradis pour les pédophiles et pour en tout cas l'idée pédophile. Aujourd'hui, on parle de la France comme de pédoland, c'est un surnom qui est de plus en plus entendu. Je veux bien qu'on tape sur les gens qui disent ça pour dire c'est du complotisme. Par contre, il s'agirait de leur donner tort. Il s'agirait quand même de leur donner tort. Parce que le problème, c'est que ça commence à se voir, en fait. Ça commence à se voir que on a un gouvernement qui est doublement de mauvaise foi, parce que il faut quand même se dire que quand le gouvernement fait les gros bras en disant on peut agir sur les plateformes et tout ça, déjà ça n'est pas vrai en fait. De base ça n'est pas vrai. Et en plus on voit qu'ils choisissent les moments et les plateformes, enfin les situations et les plateformes sur lesquelles ils prétendent pouvoir agir. Donc est-ce que ce silence actuel du gouvernement tend
à valider l'idée qu'ils n'ont rien à foutre de la lutte contre la pédocriminalité. C'est bien mignon, en fait, que Brigitte Macron, déjà très beau symbole, dise que la cause, c'est la lutte contre le harcèlement à l'école et compagnie. Par contre, il s'agirait un jour que ça se voit et que ces gens-là démontrent qu'ils luttent contre la pédocriminalité. Parce que sur ce genre de sujet, je préfère être assez dur. Soit vous luttez contre, soit vous êtes pour. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Et ça, sincèrement, ça me semble tout à fait grave ce qui est en train de se passer. On va voir, hein, demain, je ferai une petite capsule sur les réseaux sociaux pour passer l'idée. Il faudra que je retrouve le témoignage. Mais on est vraiment sur quelque chose de gravissime, sur une situation gravissime. C'est à se demander s'ils en ont sérieusement quelque chose à foutre. Ça m'embête de ne pas retrouver le témoignage de la jeune fille. Enfin, c'est une jeune femme qui montre ça. Est-ce que quelqu'un peut le trouver, mince. Est-ce que si quelqu'un l'a sous la main, de me dire ce que je dois taper sur YouTube pour le trouver, ça m'embête. Oh, c'est con, je l'avais regardé hier, putain, ça m'embête. Je suis désolé, je cherche les amis parce que ça me semble vraiment très important de vous remontrer ça. C'est une dame qui explique qu'elle a créé un faux profil d'une jeune fille de 14 ans sur ce site-là et qui montre des extraits de messages qu'elle a reçus. C'est dégueulasse, mais c'est très important de voir cela. Alors, ça m'embête parce que j'étais tombé au pif dans le fil Twitter là et je le retrouve pas, putain. Merde, ça c'est chiant, ça c'est con ça. Est-ce que quelqu'un là... Ouais, mais l'historique, je peux pas du coup. Il a été supprimé par Eric. C'est Eric qui l'avait partagé, Eric Morillo? Je sais plus. Eh non, mais il y a un historique Twitter, mais je sais pas comment on fait, moi. Oh là là, je suis dans la merde, là. Tati Kaki, c'est quoi ça? C'est quoi Tati Kaki? Regarde historique sur YouTube. Mais c'était sur l'internet. Oh, ça m'énerve ça. C'est quand même embêtant. Je l'avais trouvé, faut que je vous la montre ça. Oh. On cherche en dire. C'est du direct live. Hein. Sur France Live. France Live. C'est Twitter ça, France Live? Regardez, je cherche. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. France Live. Il n'y a pas France Live. C'est quoi France Live? Je comprends rien moi. Croquis. On me dit des trucs. 20K91 croquis. C'est quoi croquis? Expliquez-moi, n'oubliez jamais que je suis un abruti. Hein. Partez de ce principe-là quand même. Hein. C'est sur YouTube, sur la pédo en ligne, Tataki. Comment ça, Tataki? C'est pas du manger japonais, ça, Tataki? Reportage. Oui, non mais d'accord, mais c'est pas ça que je cherche. Ah! Enfin si, peut-être, d'ailleurs, je n'en sais rien, moi. Merde. Ah, ça m'enquiquine. Je trouve pas. C'est pas sur la chaîne Underscore. Mais je sais pas, moi. Je sais pas. Faut faire des screenshots. Bah oui, mais j'ai pas pensé. Je suis con. Ah, envoie le 20K91 qui m'envoie le lien via Twitter. Alors merci beaucoup. Ça, c'est très sympa. Si tu arrives à faire ça, c'est gentil comme tout. Je surveille Twitter, du coup. C'est gentil comme tout. Bah oui, parce que les liens s'affichent pas dans le chat. J'ai mis le lien. Mais oui, mais je suis désolé, les copains, ça s'affiche pas. Envoyez-moi par message, si vous pouvez, sur Twitter. Oh, c'est pas vrai. Non, mais on va y arriver. Ensemble, tout devient possible. C'est Didier Deschamps qui disait ça. Didier Deschamps. Ouais, il faut... Parce que je veux absolument vous la montrer. C'est saisissant et tout à fait effrayant, bien évidemment. Ce Tataki, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air bien, en l'occurrence, par contre. Ça a l'air très intéressant. Je vais regarder, tiens. Mais, ouais. Ah, je trouve pas. Underscore pédophile dans YouTube. Faites chercher des trucs, je vais me faire arrêter avant les autres, tiens. Bah oui, non mais oui, d'accord, il y a des vidéos. Mais comment piéger sur YouTube? Mais c'est pas... Oui, la Timur, c'est un gros travail de la Timur, bien sûr. Non mais c'est pas ça que je cherche. Ah, ça m'enquiquine, voilà. Ça y est, je suis enquiquiné, voilà, je le dis. Bon, bah... C'est pas... Si quelqu'un peut m'envoyer le lien sur Twitter, on va trouver, sinon c'est pas... Je vais continuer quand même, parce qu'on peut pas bloquer 3 heures là-dessus. Alors, Twitter, psychodélique. Oui, mais ça je connais, mais il a partagé la vidéo, l'ami.
Et il est sympa, lui, il me fait rire, il est cool. Il est coolos. Lui, il a mis le truc aussi. Bah non, il n'y a rien, regarde, il n'y a rien. Il n'y a pas ce que je cherche. C'est quoi ça? Instagram supermodèle. Il n'y a pas ce que je cherche. Il n'y a pas. Bon, bah c'est pas grave. On va avancer. C'est pas... Si quelqu'un peut m'envoyer sur Twitter, on va avancer, je trouve pas. 20 août. Ouais, non, c'était hier. Bon, c'est pas grave. On fera ça plus tard. Donc, les amis, aujourd'hui, vous le savez, on va tout de suite enchaîner. Comme ça, on sera dans les temps pour 18h. Alors, attends, on me dit c'est dans tes notifs. Attends, comment ça? Oui, mais on me tag sur des trucs, mais c'est pas ça. C'est super, mais c'est pas ça. Bon, tant pis. On passe. Je vous le retrouverai pour demain. On va enchaîner avec cette petite expérience que je voulais faire, les amis, avec vous. C'est-à-dire. Merci à BuzzMe pour le sub, merci beaucoup. On va faire ce retour vers le futur avec Hold Up le 1, Hold Up version 1, vous le savez, ce documentaire d'affreux complotisme qui, quasiment au début du Covid, avait annoncé ce qu'allait être le Covid, ce qu'allait être le vaccin, le pass vaccinal et compagnie. Et on l'avait complètement, enfin beaucoup de médias l'avaient défoncé à ce moment-là. Hein. C'était le documentaire complotiste, le scandale et compagnie. Antisémite, raciste, pro-Poutine. Enfin, c'était une catastrophe. Et c'est vrai que on retombe toujours dans la même logique, c'est-à-dire comment des gens pouvaient dénoncer que ce documentaire était complotiste alors qu'ils dénonçaient des choses qui pouvaient peut-être se produire ou qui allaient se produire dans le futur. Donc c'est à moins d'être devin, hein, ce que sont sûrement Rudi Reichstadt et compagnie, auquel cas il aurait pu deviner qu'il allait avoir une commission d'enquête sur le pognon public qu'il a touché. D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles depuis, mais bon, bref. Donc, on va se faire ce petit jeu de regarder, en fait, Hold Up aujourd'hui, en août 2023, pour savoir finalement ce qui était vrai, ce qui était faux là-dedans, est-ce qu'il y avait que des conneries, est-ce qu'il y avait que des fantasmes, que des choses qui étaient réellement des complots et des mensonges. On va regarder un petit peu tout ça, on va faire ce jeu par bloc de 25 minutes. Donc on a 6 blocs qui nous attendent, les amis, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première partie. Et on va être gentil, on va faire une partie par une partie. On les fera peut-être pas à la suite, hein. Peut-être que demain, j'aurai pas envie de faire ça. Je sais pas. Mais je mettrai dans le titre, on vous préviendra sur les réseaux sociaux, bien évidemment, bloc par bloc. Et vous aurez toutes les archives, évidemment, sur Juste Milieu VOD, vous le savez, où on met tous les Twitch à J+2, parce qu'il faut l'avantage pour les subs qui nous soutiennent à la chaîne, et merci à vous d'ailleurs, n'hésitez pas, si c'est pas encore le cas, ça fait plaisir. Merci à Dostal qui vient d'offrir un sub à Vic Blivion, et ça c'est sympa comme tout. Donc merci beaucoup les amis, on va attaquer tout de suite, on va y aller plein gaz sur ce documentaire, les copains. Hold Up, partie 1, on va y aller tout de suite. Le premier bloc de 25 minutes, retour vers le futur. Qu'est-ce qui était du complot là-dedans? Et surtout, peut-être qu'est-ce qui nous attend dans le futur? On va voir. On va voir ce qui se dit. En avant, les amis, on va peut-être commenter par moment, j'interviendrai ou pas, parce que parfois, c'est aussi bien que je ferme ma gueule. Mais on regarde ça. Sortez les pop-corn, sortez la petite bière, et on est parti. Alors attends, vous dites si ma gueule elle dérange dans l'angle, je m'enlève, hein, sinon. Je me dégage si c'est trop chiant, vous dites. Hein. Je pense que vous pouvez probablement pardonner un confinement. 2 confinements sont beaucoup plus difficiles à pardonner. L'OMS, si vous écoutez bien la définition, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas l'Organisation mondiale de la maladie. C'est un très bon point, je veux dire. Ça part du principe qu'on ne nous dit pas la vérité. Et vous savez, j'étais le genre de gars jusqu'à cette année qui aurait pu dire « Ouais, d'une manière générale, mon gouvernement est honnête. » Peut-être pas dans la mauvaise gestion financière, mais en général, ils sont honnêtes. Le service public est important et ils ne diraient jamais quelque chose de faux à propos de la santé. Et là, j'ai bien peur de ne plus croire en rien de tout ça. Le monde médical et scientifique a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. La démocratie a été totalement bâillonnée en France. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez.
Ça, c'est des animaux pas très beaux. C'est des félins moches ou des chalets. J'avais dit que j'intervenais pas. Je m'appelle Miguel. Dans une ancienne vie, j'étais médecin-chercheur. J'étais postdoc à l'école de médecine d'Harvard dans le service d'oncologie. J'ai un doctorat en médecine moléculaire. Ma spécialité, c'était justement de comprendre les causes de la maladie. Pourquoi on est malade quand on est malade. Et beaucoup de gens me demandent au final pourquoi j'ai quitté la recherche, parce que c'est ce que j'ai fini par faire, relativement rapidement d'ailleurs. Et je leur explique toujours, quand on a trouvé, on arrête de chercher. Et puis quand il y a du violon, c'est triste. Quand il y a du violon, c'est triste. C'est comme sur le biopic de mon premier rapport sexuel. Il y a du violon, c'est triste. Pendant au moins 13 secondes. Non, ils ont mis du violon. Donc ça, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu cette volonté de faire chialer quand même. C'est moi, Coronavirus. C'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne. Eh oui, nous les virus, on est dans la place depuis plus d'1 milliard d'années. Et pourquoi vous nous cherchez partout? Et c'est pas cool d'associer notre nom à la mort. C'est nous qui vous avons créé. Qui a participé à la formation de votre ADN? Qui? C'est Bibi, eh oui. Il va falloir se calmer, les gars. Il va falloir se calmer, vous me faites vraiment flipper quand je vous vois, là. C'est vrai que je me rappelle, je l'avais vu au moment de la sortie, ce documentaire. C'est vrai que bon, un peu la tulasse sur les animations comme ça avec le virus. Bon, non pas qu'il faut que ce soit forcément austère et chiant à crever, mais c'est vrai que j'étais un peu mitigé sur le côté. Un des piliers de cette pandémie était l'infantilisation des citoyens. J'étais pas certain du choix de foutre un virus comme ça avec une animation un peu bébête, mais ça n'est que mon avis de spectateur. Et bien sûr, on rend hommage, bien sûr qu'on soit d'accord ou pas, et on va voir si tout ça se valide ou pas, mais on rend hommage au travail de l'équipe qui a réalisé le documentaire, qui a osé le réaliser, et Pierre Barnerias en tête, qui en est le producteur, assurément le réalisateur, me semble-t-il. Le problème de la politique et de la politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par deux choses. Par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharma, des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements. Donc il faut des malades. Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie. Ça, c'était l'un des discours, bien évidemment. Alors, on a beaucoup parlé de ça déjà. On va revenir sur certains éléments, mais c'est chouette parce que ça nous remet en fait au goût du jour pas mal de choses. Ça nous permet de réfléchir sur certains éléments. C'était aussi très vite, en fait, et avant même le Covid-19, l'un des constats qu'il était possible de faire, c'était de dire attention, les entreprises du secteur pharmaceutique sont avant tout des entreprises. C'est quand même très important. C'est un des éléments, je veux dire, qu'on a très vite accusé de complotisme, et c'était l'une des accusations les plus surannées, les plus débiles, depuis Jules Romain et sa formidable pièce de théâtre Knock. On a cette fameuse phrase, me semble-t-il, je l'ai dit de mémoire, c'est sûrement des conneries, je fais mon Lucchini du Bon Coin, mais c'est tout bon portant est un malade qui s'ignore. Et c'est vrai que quand on voit Pfizer et le nombre de condamnations assez incroyables encore récemment dans l'affaire des opioïdes aux États-Unis, 500 millions de dollars de condamnations, c'était en 2019, avant même le Covid-19. Quand on voit tout ça, il était impossible de ne pas douter et de ne pas être prudent en disant attention, si on revoit ces entreprises-là avec des logiques pro-commerciales, donc c'est-à-dire la volonté de lever les brevets, la volonté de coopération entre les entreprises pour lutter le plus vite possible en répandant le brevet des vaccins pour l'ouvrir et permettre une lutte plus rapide et une lutte facilitée. Attention, il faut être prudent, ces entreprises sont multi-condamnées et c'est ce qui s'est passé. Donc, l'un des éléments d'hold-up sur lesquels on a eu nos fact-checkers préférés qui
qui se sont fait un plaisir d'attaquer le documentaire en disant « Ah ouais, ils sous-entendent que les entreprises de la pharma font tout pour qu'il y ait toujours des malades. » Bien évidemment, les entreprises de l'agroalimentaire ont besoin de gens qui ont faim. Sinon ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est très froid et c'est très sordide comme constat, mais il faut le faire. Je veux dire, bien sûr que les entreprises de la pharma ont besoin de gens en mauvaise santé. Sinon, ils ne vendraient pas de traitement. C'est pas plus simple que ça. Ces entreprises-là, plusieurs scandales par le passé nous ont montré qu'elles ont intérêt à ce que les gens soient en mauvaise santé. Après, de là à dire que ces entreprises créent des malades, c'est autre chose. Là, on glisse peut-être vers quelque chose de plus obscur, de plus sombre, qui peut d'ailleurs se défendre sur certaines entreprises. Mais il faut quand même assumer et voir que ce constat d'entreprises de la pharmaceutique qui ont besoin de malades, c'était le cas avant le Covid, c'était le cas pendant et hold up le point du doigt, et ce sera le cas après, bien évidemment. Merde. Putain, mais je suis trop con. J'ai relancé le documentaire, mais je ne l'ai pas affiché. Ah, le con. Ah, je suis con. Franchement, c'est fou. Et je fais pas exprès. Hein. C'est ça le pire. Hein. Je ne fais pas exprès. J'ai pas pensé. J'ai recommencé, puis c'était reparti, quoi. Non, mais c'est pour ça que je commence à avoir beaucoup de respect pour vous, en fait, d'être là. Parce qu'au fond, il y a plein d'autres émissions beaucoup plus qualitatives. Je ne comprends pas ce que vous faites là. Sincèrement, il y a une forme de sadomasochisme. On dirait des encartés LREM, mais depuis avant même 2017. Il y a un truc qui est bluffant. J'ai du respect pour vous. Merci les copains. Votre santé, votre immunité. Donc il y a deux politiques très très contradictoires qui se confrontent, je trouve, dans la situation qu'on a aujourd'hui. Pourquoi en quelques semaines, la population s'est retrouvée prise en otage par des discours contradictoires de scientifiques? C'est un grand problème scientifique. J'ai tenté d'entrer en contact avec les épidémiologistes. D'abord, beaucoup d'entre eux ne répondent pas aux emails. Ils ont juste un message qui dit « Je suis tellement occupé, je ne peux pas répondre aux emails ». Mais même ceux que j'ai réussi à contacter n'étaient pas prêts à discuter. Donc je pense qu'un échec a été que la population scientifique mondiale ne s'est pas réunie pour discuter de cela. L'Organisation mondiale de la santé et les épidémiologistes ont l'impression d'avoir un seul but, qui serait d'arrêter l'épidémie. Dans le passé, ils ont combattu d'autres épidémies. Pour la grippe aviaire, la grippe H1N1, Ebola, ils ont donné des prévisions très très hautes. Et heureusement pour eux, personne ne les a écoutés. Cet homme à lui seul... Là, c'est l'un de mes chouchous du début de la crise, Neil Ferguson, épidémiologiste du côté de la Grande-Bretagne, qui avait prédit 500 000 morts, hein, ne serait-ce que en Angleterre, oui, c'était ça, 500 000 morts, et avec un scénario de Gaston Lagaffe, qui s'était fait chipper en plein confinement en allant chez sa maîtresse. Lui, et je pense que c'est une sorte de Blachier britannique, tu sais, Martin Blachier, c'est un peu lui, quoi. Neil Ferguson, ça nous rafraîchit la mémoire, tout ça. Heureusement, aujourd'hui, on peut en ricaner, les amis, mais incroyable personnage que celui-là, ils vont le raconter. Aurait confiné l'ensemble de la planète à cause de ses prédictions alarmistes. C'est un récidiviste. En 2009, il avait prophétisé quelques millions de morts dans le monde, dont 500 000 au Royaume-Uni. 11 ans plus tard, restent les mêmes chiffres, mais cette fois, tout le monde l'a écouté. La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque, et surtout pas de mettre une amende à son peuple qui paye les gouvernements. Enfin, il y a quelque chose d'aberrant. C'est comme si je vous paye pour m'aider, puis vous me mettez un masque et vous me faites payer, vous voyez, sans raison. Ah, Alexandra Henriot-Côte, qu'on embrasse et qu'on remercie d'être venu sur Juste Milieu. J'aimerais beaucoup l'avoir bientôt dans le banquet. J'en dis pas plus, mais soyez prêts. Il y a eu, au cours de l'année écoulée, 3 recommandations par l'OMS publiées sur
les conseils relatifs aux conseils sur le port du masque. Le premier date de janvier 2020, le deuxième d'avril, le troisième de juin. Le premier de janvier fait 2 pages. Le deuxième d'avril fait 5 pages. Le dernier de juin fait 16 pages. Qu'est-ce que vous croyez qui justifie dans les découvertes scientifiques ou médicales une telle amplification de l'information? De qui se moque-t-on? Des recommandations non prises en compte par les États et des écrits qui laissent parfois perplexes. Qui dirige ? Il est vraiment important de réaliser que le profil, en termes d'âge, des gens qui sont morts est similaire à celui que l'on observe pour les morts naturelles. Les personnes de plus de 85 ans représentent la moitié des morts. Mais il y a aussi cette mauvaise science qui est entrée en collision avec le politiquement correct. Si je dis que je préférerais mourir de loin à la place de mon petit-fils, qui a 17 ans, ils diront peut-être « Oh, quelle bonne personne c'est !» Mais la société devrait être capable de faire ce choix. C'est vrai que déjà cet élément, pour une petite parenthèse, la question du profil des gens décédés, on est en novembre 2021 quand sort le documentaire, novembre 2020 pardon, quand sort le documentaire, et déjà là, on a ces idées qui commencent à émerger sur la base des premiers constats statistiques, qui est attention, en fait c'est une épidémie qui malheureusement, car un mort c'est toujours triste, quelle qu'en soit la cause, mais on est sur une épidémie qui finalement ne bouleverse pas la hiérarchie démographique et la logique démographique des gens qui meurent à cause des maladies diverses ou autres. Et déjà ça, c'était l'un des points dénoncés sur Hold Up, où on expliquait que c'était aussi du complotisme, que d'expliquer qu'au fond, c'était surtout les personnes âgées et les personnes atteintes de comorbidité qui décédaient. Rappelez-vous, dire ça, c'était du complot pur et c'était faux, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, quand on voit la montagne de travail qui a été fournie par Pierre Chaillot, que je salue et que je remercie lui aussi d'être venu sur Juste Milieu, quand on voit ce travail-là avec plus de 2 ans de recul statistique, ça ne fait que valider ce qui était dit. Donc, vous connaissez ma posture là-dessus, hein. Je n'aime pas trop les gens qui disent j'avais raison a priori, c'est-à-dire j'ai dit quelque chose, effectivement en ayant les mêmes connaissances que ceux qui me critiquaient, et puis le réel m'a donné raison, champagne, finalement je le savais, tu vois. Là on a des gens qui faisaient déjà ce constat de manière sérieuse, de manière renseignée, de manière statistique, et qui était un constat à l'instant T, qui aurait pu tout à fait évoluer avec peut-être un autre variant ou autre. Mais ce qui est terrible, c'est de voir qu'en face, il n'y a pas l'humilité intellectuelle de reconnaître, effectivement, on s'est planté, et à la rigueur, tant mieux, parce que à avoir trop prédit que tout le monde pouvait crever, les jeunes et compagnie, ils ont contribué à créer la peur. Et je serais, malheureusement, je suis naïf, mais j'ai mes limites, je crois que ça n'arrivera jamais, mais il serait extrêmement louable que certains intervenants médiatiques ou politiques ou autres reconnaissent ça en disant on s'est planté, mais à la limite, tant mieux. Au moins, voilà, tout le monde n'est pas mort, c'est génial. Ils retomberont sur les pattes avec cette petite formule, ce sera très bien, mais au moins, ce sera bienvenu. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Il y a un groupe sur le côté d'une vingtaine de personnes. Au lieu d'éviter une personne sur le côté, on fonce sur le groupe. Donc moi je trouve ça un peu absurde. Tant qu'à faire, on évite le pire. Mais là, le gouvernement, ils font le pire. Donc ils disent tant pis, on massacre tout le monde. Ces courbes appartiennent à l'INSEE. Elles correspondent au nombre de morts total en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. En résumé, 8 mois après l'épidémie, ce virus aura donc fait un peu plus d'1 million de morts dans le monde, soit bien moins que la tuberculose qui n'interpelle personne. Mais la nouveauté depuis cet été, c'est une épidémie de cas positifs, avec des tests qui eux sont tout sauf fiables. Alors pourquoi il y a autant de cas positifs? Parce qu'on monte les cycles. On vous a déjà expliqué plusieurs fois que les cycles d'amplification dus
de l'ARN du Covid, plus on monte, plus on va au-delà des 30, plus on va trouver des traces infinitésimales de n'importe quoi, d'une ancienne grippe, d'un ancien rhume, d'un virus mort, de tout. Le professeur Raoult l'a démontré dans une émission, je vous avais déjà montré des extraits, où au-delà de 35, on ne détectait plus, absolument plus, rien de viral du Covid. Les Allemands, eux, testent, ne dépassent pas les 25 cycles. Les 25 cycles. En France, l'ARS ne communique pas sur le nombre de cycles. Donc, vu qu'en France, il y a beaucoup plus de cas positifs que tout autour de l'Europe, autour d'elle, soit vous croyez que le virus s'arrête aux frontières, soit ça veut dire que la France a un taux de cycle supérieur. Sauf que, des fois, on fait des boulettes. Écoutez, jusqu'à où monte la France? Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très sensible. Alors que toutes les courbes en Europe montrent à l'évidence que le danger était déjà loin derrière, l'Irlande, avec 3 morts, reconfine. Quant à la Suède, qui n'a pas confiné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. Alors que les courbes en Europe sont plutôt rassurantes. Alors, là, pour le coup, on a peut-être l'un des éléments, là, effectivement, alors cette histoire de test PCR et de cycle qui avait été l'un des grands débats, l'un des éléments dénoncés pour fake news et complotisme à l'époque de la sortie d'Hold Up, qui était d'ailleurs un élément qui ressortait beaucoup ailleurs sur les réseaux sociaux, dans de nombreuses vidéos et autres, qui est en fait un cycle d'amplification, c'est-à-dire le PCR, je l'explique avec mes mots, Alexandra Royanko l'explique aussi, beaucoup d'ouvrages l'expliquent aujourd'hui. Si vous voulez, vous prenez comme un cercle, vous faites un cercle, et puis ensuite un autre, et ainsi de suite, comme pour voir l'âge d'un arbre. Et c'est-à-dire que ce cercle, vous le faites sur le prélèvement que vous avez fait pour détecter un virus. Et plus vous élargissez votre cercle, plus vous risquez de détecter des éléments qui ne sont pas au centre de votre cible. Donc, comme l'a expliqué Silvano Trotta, ça peut être des virus morts, des virus qui n'ont pas forcément à voir, ou simplement des traces de virus, mais qui ne font pas de vous quelqu'un de malade avec des symptômes. Et plus vous montez dans les cercles, plus vous risquez de détecter du faux positif, par exemple. Et ça, c'est un bruit qui, encore aujourd'hui, n'a pas été validé par nos médias officiels, mais qui se multiplie et qui tente à expliquer, comme le démontre Pierre Chaillot, bien sûr, dans son livre, cette épidémie de tests, en vérité. Cette épidémie de tests qui n'était pas corrélée au nombre de gens réellement malades. Et c'est vrai que ça n'a toujours pas été reconnu, même si les preuves se font de plus en plus pressantes. Et donc, à ce moment-là, ce que dit le reportage, il y avait la comparaison avec la Suède, qui était couramment faite, comparer les politiques sanitaires et donc le fait que la Suède n'ait pas reconfiné à ce moment-là, alors que ils avaient une évolution de l'épidémie qui était sensiblement identique. Là, sur ce point, par contre, je trouve le documentaire assez faiblard parce qu'il n'y a pas de mise en corrélation démographique. C'est-à-dire 111 morts par jour en Suède, d'accord, mais il faut le mettre en rapport avec la population. C'est un point de détail. Ce virus va jusqu'à faire construire des futurs camps d'internement au Canada. Où ces camps seront-ils construits? Combien de personnes seront-elles détenues? Et pour quelles raisons des personnes seraient-elles gardées dans ces camps d'isolement? En France, sur les plateaux des chaînes d'info. Cet élément-là des camps d'isolement qui avaient été annoncés au Canada, qui avaient été annoncés en Chine. Par exemple, en Chine, on avait plutôt les immenses hôpitaux. L'élément des camps au Canada, je dois vous avouer que je n'ai toujours pas trouvé de preuves solides à ce niveau-là. Je n'ai toujours pas trouvé, parce que c'est un élément
bien sûr, symboliquement, extrêmement fort, extrêmement dur. Quand on parle de camp, on pense bien évidemment à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Là, je dois reconnaître que, et si vous en avez, je serais curieux de les avoir, bien sûr, n'hésitez pas à me les transférer, les amis, mais je crois que cette histoire de camp au Canada, à ma connaissance, n'a jamais vu le jour. Mais je dis bien à ma connaissance. Je n'ai peut-être pas vu les éléments, je n'ai peut-être pas vu les témoignages. Donc là, je fais un appel à la communauté Juste Milieu. Je vous mets mon adresse mail dans le chat. Et si vous avez des éléments, n'hésitez pas, les amis, à me les transférer. Parce que ça, pour le coup, la rumeur c'était vraiment, avait été amplifiée. Beaucoup de gens en avaient parlé. Mais par contre, je ne suis pas certain que ça ait réellement eu lieu. Et je pense que c'est resté au niveau de la crainte. Mais je mets ça avec beaucoup de pincettes et de mesures, car je n'ai pas de preuves, ni dans un sens d'ailleurs, ni dans un autre. Donc on est peut-être sur l'une, effectivement, des fake news de Hold Up. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'évoque et qu'on regarde aujourd'hui après coup ce documentaire, parce que la séquence qui est montrée est un politicien canadien qui évoque la possibilité de construire ces camps, au moment où ça n'était qu'une rumeur et un projet politique qui a peut-être assurément été imaginé. Rappelons qu'au début de la pandémie en France, on avait ces fameux militaires qui revenaient de Wuhan, qui avaient été enfermés dans un camp de vacances, ce qui avait contribué à répandre la maladie, parce que la gestion, ça avait été déjà n'importe quoi. Mais l'idée était présente, l'idée d'enfermer les gens quelque part avait été étudiée, c'est ce qui s'appelle le confinement d'une certaine manière. Mais par contre, voilà, est-ce que des pays l'ont vraiment poussé jusqu'au bout avec des camps d'enfermement pour les malades du Covid? Ça, je n'en suis pas certain et je n'ai à ce jour jamais vu de preuves là-dessus. L'info, des médecins continuent de semer la panique en préférant prescrire la peur à des millions de personnes à défaut de traitement. C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle où on dit aux gens prenez ça et vous allez être guéri. Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. Oui, fait gourouiser. J'ai été... Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine, sinon je suis désolé, c'est du charlatanisme, on peut dire tout ce qu'on veut. Qui sont les charlatans pour faire peur avec des courbes faussées par des tests dévoyés? Qui sont les charlatans pour regretter que la courbe des morts soit toujours aussi plate et dont les soubresauts à l'entrée de l'hiver questionnent sur l'origine réelle des nouveaux décès? Ça, c'est les zones cutanées qui sont en contact avec le masque. Ça, c'est une dame qui mettait son masque là, regardez. Donc, elle ne s'est pas soignée tout de suite parce qu'elle a un certain âge, elle n'osait pas sortir. Donc, ça a commencé là, puis ça s'est étendu sur le nez. Ça, c'est une belle infection aussi. Ça, c'est pareil, des boutons d'acné. Ça, je l'ai vu ce matin. Donc, elle a une recrudescence d'acné dans la zone de frottement. Ça, faut mettre de la cortisone et puis dès qu'elles vont remettre le masque, ça va revenir. On n'a pas beaucoup de solutions pour ça parce que les masques hypoallergéniques ne sont pas trouvés facilement. Même nous, dermatologues, on a du mal à s'en procurer. Et donc, ces gens sont obligés de se rabattre sur des masques en coton. Mais les masques en coton, on sait que c'est moins protecteur. Déjà, les masques chirurgicaux, c'est pas très protecteur puisque c'est même marqué sur la boîte que ça ne protège pas des infections. On voit souvent des jeunes qui mettent leur masque en coton toute la journée. Ça aussi, cette histoire du masque, et comme quoi c'était bien écrit sur la boîte, ils avaient tenté tant bien que mal de le débunker sans le débunker, et ça a été pour le coup une contre-fake news. Alors, on va se perdre dans leurs termes débiles, mais c'était une contre-fake news qui, enfin, comment dire, je sais même pas comment dire, une fake news, si on imagine, c'est-à-dire qu'ils avaient tenté de faire passer cette information-là pour une fausse information à grand renfort de fausses informations eux-mêmes. Donc ça, pour le coup, c'était marqué, vous l'avez sûrement constaté, regardez les boîtes autour de vous, encore aujourd'hui on le dit, et avec le temps, ça, pour le coup, ça a été validé. Qu'ils ne les lavent pas, qu'ils les remettent même le lendemain, qu'ils les manipulent sans cesse parce que s'ils fument, ils les enlèvent pour fumer, ils les enlèvent pour manger un sandwich, ils les enlèvent pour embrasser leur petit copain ou leur petite amie. Et donc, ça devient un nid de microbes en quelques heures. L'école n'accepte pas qu'on enlève le masque. Donc, ça veut dire à la récré et tout le temps, même en classe, on doit le porter. Et donc, il y a un élève qui l'avait sur le nez. Et même moi, des fois, je le dégage un peu pour respirer et on se fait reprendre très méchamment en disant que c'est une erreur et qu'on peut être renvoyé.
Et un élève a été renvoyé pendant une semaine. Eh ben, à Sarrebruck, au lycée franco-allemand où mon fils va, il y avait une élève qui était absente depuis 10 jours, qui avait le Covid. Et 10 jours après, donc, ils ont fermé le lycée pendant une semaine. Et ils ont fait tester les 1400 élèves du lycée. Et sans aucun problème, il n'y a pas eu de réaction hostile à cette prise de décision? Il y a eu quelques parents, je crois, qui ont refusé le test, mais sinon... Et le directeur du lycée était d'accord? Le directeur était contre, mais c'est l'administration, c'est le ministre de la Santé de la Sarre qui a obligé le directeur à fermer l'école, à fermer le collège et le lycée. Pour une personne, et il y a eu 1500 tests? Une personne qui était absente depuis 10 jours. Je travaille dans une crèche, les enfants ils sont habitués au masque et quand on enlève le masque, ils sont terrorisés maintenant, c'est l'inverse, c'est l'effet inverse. Pour eux, on vit avec un masque. Et on est obligé d'avoir ce masque et les enfants, pour eux, le visage c'est un masque, c'est plus un visage avec un sourire. Ça c'est un élément effectivement, et j'espère qu'un jour on aura un ouvrage qui d'ailleurs est peut-être déjà sorti et que je ne connais pas, mais un ouvrage ou un travail, que ce soit un travail documentaire, vidéo ou autre, qui reviendra sur les dégâts déjà constatables, on va dire, et déjà constatés sur l'évolution des enfants, que ce soit les jeunes enfants, même du côté des ados et des jeunes adultes, les dégâts psychologiques que l'on peut mesurer déjà avec le recul qu'on a à 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense que ça c'est sidérant parce que même au moment où Hold Up sort, pour le coup c'est l'un des rares éléments qui n'est pas refusé par la presse mainstream, on va dire, c'est-à-dire les retards, les questions par exemple des retards de langage chez les plus jeunes, de rapport au réel, de voir des adultes tout le temps comme ça à intégrer le réel tel qu'il leur était présenté. Marie-Estelle Dupont, je sais effectivement, on a beaucoup parlé, il faut que je me penche sur son boulot, c'est pour ça que je me doutais que je disais des conneries, mais ça c'est vrai que c'est assez sidérant et ça n'était même pas refusé déjà à l'époque, donc c'est dire à quel point c'était une évidence qu'il y allait avoir des dégâts sur ce point-là. Le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants. Premièrement, risque potentiellement accru d'auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées. Mais aussi autocontamination si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes, de champignons, de bactéries et d'autres virus. Troisième point, maux de tête et ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé. Autre point, lésions cutanées faciales avec des dermites irritatives, donc des rougeurs, des boutons, ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Dans les maternités, on fait accoucher les femmes avec un masque. C'est l'effort le plus intense que nous n'aurons jamais à faire de toute notre vie, accoucher, mettre au monde notre bébé. Et le bébé arrive et voit le visage de ses parents avec un masque. On sait que le premier regard du bébé, c'est quelque chose de fondamental pour poser sa sécurité. Le Conseil de l'Europe martèle 1 enfant sur 5 victime de violences sexuelles en Europe. Pendant le confinement, ça a été non seulement compliqué pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour les enfants, parce que dans certaines familles, il y a eu des recrudescences de violences. Et pendant le confinement, j'ai été en contact avec une gendarme d'une brigade de protection des mineurs. Elle me disait c'est terrifiant parce qu'on n'a aucun dépôt de plainte, on n'a rien qui se passe. Parce que les gens, donc étant confinés et sous surveillance, ne pouvaient pas ni appeler. Voilà, s'il y a de la maltraitance dans la famille, on va voir si un enfant prend son téléphone et appelle le 119. Impossible. Ou si une femme peut aller déposer plainte, puisque même elle ne pouvait pas sortir. Donc il y a eu énormément de drames pendant cette période de confinement. Ça aussi, c'est un élément qui fait partie de ces éléments du documentaire qui n'ont jamais été contredits et qui, au contraire, ont été cachés. Et c'est là où je pense que, sans remettre de l'huile sur le feu et sans refaire le match, je veux dire, parce que déjà, ce constat-là, on pouvait le faire à l'époque, je pense que certains médias
qui ont tapé sur Hold Up avec les éléments les plus criants, les plus explosifs, qui les ont mis en lumière et qui n'étaient pas forcément les éléments les plus centraux du documentaire. On pense aux déclarations de Monique Pinson-Charlot, ce sera dans la partie 4 ou 5 à mon avis, c'est vers la fin, qui parlait, elle, d'un génocide, me semble-t-il, on reverra ça. Beaucoup de médias ont mis en avant tous ces éléments pour décrédibiliser l'ensemble du documentaire, parce qu'il ne fallait pas, et ça pour le coup je signe et persiste, il ne fallait pas que les gens entendent ces témoignages-là, que ce soit la question de l'accouchement, la question des femmes, l'accouchement avec le masque, la question des femmes battues, des femmes et des hommes battus pendant cette période-là, la question des enfants maltraités, des enfants abusés pendant cette période-là, parce que pour le coup, que les gens soient vaccinés, que les gens mettent un masque, que les gens suivent les mesures ou pas, tout le monde pouvait être concerné et scandalisé par ces situations-là. Et aujourd'hui encore, on a une situation de déni et je pense une situation où l'on cache les faits, où l'on cache les chiffres, où l'on n'assume pas, notamment sur la question des violences à domicile, les violences qu'elles soient conjugales, les violences faites aux enfants en période de confinement. Aujourd'hui, je pense qu'on fait tout pour enterrer des chiffres parce qu'on ne se rend pas, des chiffres si tentés qu'on les ait d'ailleurs, on fait tout en tout cas pour enterrer des situations qui ont peut-être pu remonter parce que je pense qu'il y a eu de nombreux drames qui ont eu lieu à cette période-là, la faute au confinement et à l'impossibilité, comme le dit la personne interviewée, de sortir de chez soi pour aller porter plainte ou autre. Donc ça, pour le coup, ça fait partie des situations dramatiques et sur lesquelles, pour moi, les médias ont eu un véritable rôle. Enfin, certains médias qui ont tapé sciemment sur Hold Up au mauvais endroit, sans mettre en lumière les points quand même clairs qu'évoque le documentaire. C'est d'une lâcheté assez sidérante. Et il en va aussi, bien sûr, de la responsabilité du politique. En attendant, les chiffres du premier bilan du confinement se font plutôt rares. Les plaintes pour viol auraient été multipliées par 3, selon un expert psychiatre de la brigade des mineurs. En temps normal, il y a 12 000 agressions sexuelles d'enfants chaque jour. Combien de suicides, de meurtres, de viols? Ajoutez les centaines de milliers d'amendes, jusqu'aux menaces physiques. Oui, mais vous êtes trop nombreux côte à côte, là. Il n'y a pas la distanciation sociale, monsieur. S'il vous plaît, messieurs, quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit, monsieur. La peur du virus impacte gravement la santé psychologique de très très nombreux de mes patients. Les sujets âgés veulent plus sortir, ils veulent plus voir leurs petits-enfants, ils sont terrorisés. Il y a des effets secondaires majeurs. Il y a la ruine aussi de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de commerces. Ma mère avait un cancer du sein opérable juste avant le confinement. Pendant le confinement, elle n'a pas pu rentrer à l'hôpital pour se faire opérer. Et puis maintenant, elle est au stade 3 et elle essaye de s'en sortir. Ils ont presque arrêté la prévention des cancers, les scanners, les envois chez les spécialistes. Donc pendant 6 mois, on a eu entre un tiers et la moitié des patients renvoyés vers un spécialiste, contrairement à une année normale. Si vous alliez voir votre généraliste, que vous avez une grosseur ou une douleur et qu'il était embêté, il vous envoyait immédiatement le jour même à l'hôpital pour un scanner ou un bilan sanguin. On a fait ça. Peut-être 50% de moins que d'habitude sur l'année. Vous pouvez faire le calcul. Je pense que des dizaines de milliers de personnes n'ont pas eu leur cancer diagnostiqué ou traité, ou alors diagnostiqué trop tard pour pouvoir faire quoi que ce soit. Si j'étais le politicien, je me dirais, j'ai probablement sauvé personne de la Covid et j'ai tué 75 000 de mes concitoyens. Le troisième... Voilà, cet élément aussi. Les copains, vous serez un petit peu en retard pour la farce tranquille. Je vous prie de m'excuser, mais on fait dans l'ordre parce que j'ai pas envie qu'on coupe non plus les blocs, sinon on va pas y arriver. Si ça vous dérange pas, vous rattraperez. Là, le début de la farce tranquille, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ce sera disponible. Mais on finit le bloc parce que là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et je voulais revenir là-dessus avec vous sur cette question-là, où là, pour le coup, le documentaire, c'était largement fait épinglé sur les dégâts liés au non-dépistage de certaines maladies de cancer et compagnie. Je crois que aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus. Pourtant, je me rappelle même sur Juste Milieu, on l'avait évoqué sur en fait, notamment sur les cancers, l'absence quasi complète de dépistage qui allait créer des vagues de cancer assez monstrueuses. Et à écouter le documentaire, c'est pour ça que je réagis un petit peu avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense aussi que, dans tous les cas, c'est terrible, qu'on soit bien d'accord, mais je pense qu'il faut, d'une certaine manière, mettre de l'eau dans notre vin. Pour ceux qui pensent que tous les effets secondaires sont liés au vaccin, d'une certaine manière, je pense que c'est leur rendre service dans la mesure où il est plus facile
de dénigrer des gens qui vont dire les vagues de turbo-cancer et compagnie, les vagues de cancer auxquelles on assiste aujourd'hui, les vagues d'AVC, de problèmes cardiaques et compagnie auxquelles on assiste aujourd'hui sont liées au vaccin. Ah merde, attendez, j'ai la farce tranquille qui se lance. Il est beaucoup plus facile de dénigrer ce discours-là en disant « vous êtes des anti-vax, machin, machin », alors que je pense qu'il y a des finesses statistiques qui doivent se vérifier, c'est-à-dire que dans les cancers, les problèmes cardiaques, les AVC auxquels on assiste aujourd'hui, je pense sincèrement, et je dis peut-être des bêtises, je laisse ça sous la responsabilité des spécialistes et j'aimerais beaucoup en recevoir bientôt pour évoquer ce sujet-là, je pense qu'il y en a qui sont aussi liés au non-dépistage de la période Covid, qui a duré quand même très longtemps, qui d'ailleurs malheureusement se pérennise aujourd'hui avec l'état laborieux de l'hôpital, en tout cas en France, mais je crois qu'il y a une finesse statistique à considérer, c'est que tout ne peut pas être lié au vaccin et il doit y avoir une part de ces problèmes-là qui est liée à l'absence de dépistage. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais c'est un problème auquel je pense en repensant à cet élément-là, effectivement, qu'on pouvait constater en période de Covid. Attention non plus à ne pas tout mettre sur le dos du vaccin, parce qu'il en va aussi de la responsabilité des politiciens qui ont empêché les dépistages de maladies qui aujourd'hui se produisent dans la vraie vie. Donc attention aussi à ça. Le jour du confinement, le 18 mars, j'ai mis en ligne une vidéo « Pour votre santé, nous vous privons de liberté ». J'ai eu des commentaires extrêmement positifs sur la vidéo qui m'ont encouragé, mais voilà les commentaires que j'ai reçus aussi. « Entôle le charlatan, nous allons te dénoncer à l'ordre des médecins ». J'en ai eu quelques-uns. Donc il a fallu que je rajoute en dessous de ma vidéo s'il vous plaît, ne mettez pas des commentaires qui rappellent les heures sombres de notre histoire. Pourquoi il ne faut pas reconfiner? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs et que dans la balance bénéfice-risque, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui ne sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils ne sont pas venus, ils se sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures et qui vont largement compenser les morts du Covid, et même bien plus. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fou. On a bombardé des villes. Aujourd'hui, il y a des centaines, il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. On est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment. Je pense vraiment que les gens ne mesurent pas à ce stade à quel point les impacts vont être cumulatifs. Et au motif de préserver d'un mal, on est en train de générer des dégâts qui vont être 100 fois pires, littéralement. Sans oublier les dégâts psychologiques difficilement mesurables et dont l'apparition de nouveaux mots peuvent être un premier signe. Cas contact. Cas contact, ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a été exposée à quelqu'un qui a eu un test positif à la cantine. Et donc, j'ai été prévenu hier qu'elle ne pouvait pas retourner à l'école. Et donc, on est obligé d'aller la faire tester en toute sécurité. C'est une obligation? C'est une obligation de l'école, sinon elle ne peut pas rentrer à l'école. D'accord. Et vous vous sentez comment? Je me sens bien. Oui. Le test PCR a été dévoyé. Une des choses qui va de pair avec cela est un nombre inconnu mais probablement assez élevé de tests positifs qui sont faux. À chaque fois que le gouvernement arrivait dans une ville avec leur bus et tout leur matériel de test, on se disait « Oh non, ils vont mettre la ville en quarantaine ». Je sais de source sûre que le taux de faux positifs est 20 fois plus élevé. Je pense qu'en Grande-Bretagne, 95% des échantillons positifs répertoriés dans les médias et annoncés au peuple britannique pendant 4 mois étaient de faux positifs. Ils ont inventé ça pour nous maintenir effrayés. Pourquoi ils feraient ça ? Je ne sais pas. Je sais pas vraiment. Je n'aime pas penser à une sorte de conspiration, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour, tu peux pas te tromper à ce point-là pendant si longtemps si tu n'en as pas l'intention. Où sommes-nous? La santé comme un prétexte à la soumission? J'ai du mal à lire le scénario. Je m'enfonce dans un taxi. Les chauffeurs sont de véritables décodeurs.
Au début, c'était la peur, parce qu'on a tout fait pour nous faire peur, et parce qu'on ne connaissait pas. J'ai voulu réfléchir à la question, mais c'était compliqué, parce qu'un jour on nous disait oui, un jour on nous disait non. On nous a pris pour des enfants, mais on n'est pas des enfants. Chaque personne réfléchit à sa façon, chacun sa façon de voir les choses. Une fois, il y avait une femme qui pleurait, mais vraiment qui pleurait énormément. Je me suis senti mal parce que sa fille avait le coronavirus. On ne pouvait rien lui donner, rien. Moi, j'ai travaillé pendant le confinement. Les femmes des aides-soignants dans les EHPAD, elles n'avaient même pas de Charlotte, monsieur. De Charlotte, elles n'avaient même pas de blouse. On est où? On est au Sri Lanka. J'ai même été ausculter des confrères à leur domicile, armés de gants MAPA parce qu'on n'avait pas de gants, de kawaii parce qu'on n'avait pas de surblouse, etc. Et qu'à l'époque, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Les infirmières, il y en a une, elle m'a dit, elle a pris un sac poubelle, monsieur, pour faire une blouse, un sac poubelle. Mes 2 confrères précédents tombent gravement malades. Je dois les remplacer au pied levé. Maladie nouvelle, pas de traitement prouvé, une mortalité hospitalière avec des patients à risque qui s'approchent entre 20 et 30%, donc une mortalité très importante. Il y a un homme qui connaît bien les procédures en cas d'épidémie. Pendant 20 ans, il a géré ces situations de crise. Il a encore du mal à réaliser où nous en sommes arrivés. À partir de mars, j'ai commencé à me poser des questions, puis de plus en plus, et après j'ai vu que ça n'allait pas du tout, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de test. Il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit non, les masques ça sert à rien, ils ont tout mis à la poubelle. En fait, ils avaient une peur fantastique. Certains médecins m'ont dit, on va mourir. Une partie d'entre nous va mourir. On est en France, on fait des rafales, on fait des TGV, on fait des centrales nucléaires. On fait des sacs Louis Vuitton, des sacs Hermès, et on n'arrive pas à fabriquer des masques en mouchoir. Un bout de mouchoir avec 2 élastiques. On attend que 3 mois que les Chinois nous les envoient, qu'on achète en plus à un prix d'or. On est à la fin du premier bloc, les amis, et pour réagir à un élément, alors on a vu des personnages connus qu'on salue, messieurs Perron, messieurs Toubiana, bien évidemment, on les salue bien bas. Et c'est vrai que ça me fait penser à des réactions qu'on pouvait trouver dans les médias et qui étaient en plus, je trouve, d'une pédanterie et d'un mépris assez sidérante. C'est qu'il y avait eu des critiques, on peut peut-être s'amuser d'ailleurs à retrouver ça, il y avait eu des critiques dans certains médias qui disaient « Ouais, en fait, c'est n'importe quoi. Regardez, ils interviewent des taxis. » Tu sais, tu avais un mépris comme ça du bas peuple. Globalement, les taxis sont des cons. C'est hallucinant, tu vois. Alors qu'en fait, quelle clairvoyance en fait par rapport à ce que c'est devenu. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et regardez, j'ai retrouvé un article de Libération en date du 12 novembre 2020. Le Covid-19 dit contre-vérité véhiculée par Hold Up. On a des choses formidables. On se replonge un petit peu là-dedans avec une triste nostalgie. Par exemple, il nous disait, on nous prévoyait 500 000 morts au Royaume-Uni. Surfant sur l'idée que les autorités ont voulu générer la peur, l'infectiologue Christian Perron raille le plus grand canular de l'épidémie. La projection par Neil Ferguson de 500 000 morts au Royaume-Uni, les modélisations de l'épidémiologiste de Starr de l'Imperial College of London ont bien pesé dans les décisions des États européens, y compris en France, de prendre des mesures sévères pour endiguer l'épidémie. Mais l'argument selon lequel la projection s'est révélée fausse parce que le Royaume-Uni n'a pas connu l'hécatombe annoncée est absurde. La modélisation tend d'évaluer le risque encouru si aucune mesure n'était prise contre l'épidémie. Certes, on ne saura jamais ce qu'il serait advenu si le confinement n'avait pas été décrété, mais c'est pour éviter qu'il y ait 500 000 morts qu'il a été décidé. On s'en rappelle de ces justifications de fact-checkers en bois qui nous disaient... L'argument là, c'est de dire « Ok, on a pris des mesures sur... une estimation qu'on ne pourra jamais vérifier, et comme on ne peut pas la vérifier, c'est qu'elle n'est pas fausse. » C'était hallucinant. C'était hallucinant, et je pense que pour nous tenir, on va dire, aux aguets, pour maintenir notre prudence, il est important qu'on se farcisse ça. C'est aussi pour ça que je voulais faire ça, les amis. Et on arrive au bout de ce premier bloc. Je vais vous laisser tranquillement aller vers la farce tranquille, les copains, si ça vous intéresse. Je vous mets le lien. Vous pouvez cliquer sur la barre, regardez.
C'est encore la première diffusion. Vous arrivez là, vous cliquez là et paf, vous serez au début, donc ce sera impeccable. Et voilà les amis. J'espère que ça vous plaît cette idée de hold-up. N'hésitez pas. Si ça vous plaît pas, on le fait plus. Vous dites-moi oui ou non en majuscule comme d'habitude dans le chat. Savoir si on se fera un autre épisode. Je pense qu'on se fera la partie 2 vendredi à mon avis. On fera ça vendredi, les amis. Voilà un petit peu, je pense, pour nous tenir en éveil. Enfin, j'aime pas cette expression-là. Pour nous maintenir prudents. Voilà, nous maintenir dans la prudence, les copains, et parce que j'ai bien peur que cela nous revienne en pleine gueule pour l'hiver 2023. En tout cas, le Aurélien Rousseau, nouveau ministre de la Santé, commence à nous papoter du retour du masque. Donc, autant rester aux aguets. Voilà, donc il n'y a que des oui. Il n'y a que des oui, donc merci les copains. Merci. Ça fait plaisir. On va faire ça. Et donc voilà les copains, on arrive au bout de cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Je suis heureux comme tout. Voilà, les amis, de continuer à faire ça avec vous, à se fendre la gueule, à réfléchir. Et c'est le plus important, vous étiez nombreux aujourd'hui sur Twitch, plus de 500, c'est que du plaisir. Profitez bien de la farce tranquille. Rendez-vous demain en détente, détendu du slip, tranquille, on profite, pour le Juste Bistrot. Le Juste Bistrot demain, 16h45. Voilà les copains, je vous souhaite une excellente soirée. Attention à la canicule, parce que la canicule va succéder par les orages qui normalement devraient fendre le continent en deux. Apparemment, les orages d'une violence absolue. Une bombe dans la piscine de Gérard Larcher, aurait prédit Neil Ferguson. Voilà, je vous embrasse les amis. Une excellente soirée. Profitez bien, prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France. À demain.